Avez-vous déjà pensé que vous êtes le fruit de vos origines, de votre histoire et de vos choix? À Influential Generation, nous explorons exactement cela avec des profils des leaders inspirants. Bonjour et bienvenue à Influential Generation, where the voice is yours. Je suis Belinda Kifungo. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Joël Kabouya, directeur général adjoint de l'Ecobank. Nous allons découvrir son histoire. Je vais vous laisser découvrir son profil tout de suite. Mais avant, je tenais à remercier nos partenaires, So Cute by Chloe, qui nous a permis d'être resplendissantes aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à les suivre, à aller à leur boutique et vous procurer des pépites. Je vous invite aussi à vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos épisodes pour la saison 3. Nous suivons maintenant la biographie de Monsieur Joël Kabouya. Directeur général adjoint des Ecobank RDC et président de la commission des régulations de l'Association congolaise des banques, Joël cumule plus de 18 ans d'expérience dans la finance, dont 9 ans dans la microfinance et les secteurs bancaires. Titulaire d'un diplôme en économie et finance de l'Université de Kinshasa et d'un MBA en audit et contrôle obtenu à Bruxelles, il est expert comptable agréé et membre du conseil d'administration. Nous disons bienvenue Monsieur Joël Kabouya. Bonjour Monsieur Joël. Bonjour Madame Belinda. Comment vous allez? Très bien. Ça va? Il fait chaud dehors aujourd'hui, hein? Oui, c'est Kinshasa. Ah oui, franchement, oui. Facilement 35-40 degrés à l'extérieur, donc on a l'habitude. Moi, je me plains pas. Chez moi, il fait moins 15 degrés. Je préfère la température d'aujourd'hui. Voilà, par exemple. Alors, j'ai vu que cette semaine, vous étiez très occupé. Vous avez eu quelques événements et je vois que vous avez beaucoup d'événements que vous faites. Je suis très impressionnée pour dire de ce côté où vous avez de partager les informations. Vous êtes en Europe. Je vois souvent que vous êtes en Europe, dans certaines conférences, dans des panels et autres. Qu'est-ce qui vous motive à partager toutes ces informations et même aller à l'extérieur pour ça? Je pense que la première chose, c'est que les gens regardent mon profil et me proposent, et j'ai du mal à dire non quand il s'agit de partager la connaissance. J'ai la chance d'être dans une banque qui est assez présente dans le continent et même en Europe. On a une filiale à Paris. Okay. Donc, ça arrive que les gens qui organisent des événements et qui veulent avoir un banquier pensent à mon profil à cause de ça. Et donc, moi, je me fais également ce devoir-là parce que je me dis, il y a quelques années, j'étais à leur place. J'aimais bien en apprendre des aînés et donc j'essaye de rendre ce que la vie m'a donné. Bien sûr, c'est très important. Et quand vous partagez, vous aimez quand même? Vous aimez ça? J'adore. Vous aimez ça? Ah, ok. Dans une autre vie, je serai professeur d'université. Ah, d'accord. Super. Donc aujourd'hui, on est ravis de vous avoir parce que je pense que vous avez des choses à partager, que je pense qu'il y a un jeune Joël quelque part qui aujourd'hui vous voit. Et je pense qu'en écoutant votre parcours, votre histoire, en sachant d'où vous venez, je pense qu'il pourra ça pourrait être bénéfique pour lui, ce podcast aujourd'hui. Je l'espère profondément. Alors avant de commencer, c'est vrai qu'on vous connaît comme Monsieur Joël, directeur général adjoint d'Ecobank. Vous êtes parfois panéliste, monsieur le banquier, monsieur le financier, mais qui est vraiment Joël? Parce que souvent, quand on se présente, on va souvent je fais ça, on va du côté de la profession, ce que je suis. Mais qui vous êtes, vous, en tant que personne? Ouais, c'est vrai que c'est difficile de parler de ce côté de soi-même, mais ce que je pourrais dire, pour donner plus d'infos sur ma vie, c'est que je suis 5e d'une fratrie de 8. Wow. Donc une vraie famille Louba. Grandi dans une vraie discipline de foi chrétienne parce que mes parents tous les deux étaient chrétiens. Ok. J'ai 3 frères, on est à 4, je suis le cadet. J'ai eu une enfance assez équilibrée parce que j'avais des parents assez présents et une famille assez soudée. Donc on a grandi dans les soirées à rigoler en famille, à manger à table tout le monde. Donc j'ai vraiment grandi dans cette chaleur familiale-là. Et ouais, c'est ça mon côté. Je suis quelqu'un d'assez attachant. Donc j'aime bien l'ambiance, j'aime bien rigoler, j'aime bien... Ça, c'est moi. Intéressant. Et qu'est-ce qui vous passionne? Alors, ce qui me passionne, c'est les voyages. Ah. J'adore découvrir des nouvelles cultures. Donc, ça m'arrive encore aujourd'hui de prendre un billet pour une ville que j'ai jamais visitée, y aller, passer 5 jours, à rester dans un hôtel et à circuler dans la ville. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
J'imagine, on voyage, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. Mais vous savez, on dit souvent que voyager nous ouvre un peu notre mindset, ça nous apprend beaucoup de choses. Est-ce que c'est le cas pour vous en rencontrant différentes cultures? Ouais, je confirme que ça m'a ouvert beaucoup d'horizons et ça a même changé ma perception de beaucoup de choses. Quand on voyage pas beaucoup, on est dans le jugement. Hmm. On a du mal à comprendre pourquoi les autres font ça ou si. Mais avec les voyages, on arrive à comprendre les raisons derrière et parfois même, on arrive à être changé soi-même. Donc, c'est ce côté-là que j'aime quand je voyage. Dans les voyages, non, c'est vrai que c'est très important. Mais au-delà de ça, on va retourner un peu quand vous étiez beaucoup plus jeune. Quel genre d'élève étiez-vous? Est-ce que vous étiez studieux? Est-ce que vous étiez une personne, allez, assez ambianceur ou bien vous étiez vraiment discipline, école, maison? Non, malheureusement, j'allais dire, mais c'est plutôt heureusement. Comme j'ai dit, j'ai eu des parents avec une discipline de foi très, très poussée. Et donc, j'avais très peu de temps pour la distraction. J'étais un garçon assez studieux. Je dirais pas que j'étais toujours premier de classe, mais j'étais parmi les 3 premiers à chaque fois. Et d'ailleurs, j'avais un père qui était, comment je le qualifierais, était très exigeant sur des matières scolaires. Donc, pour lui, être deuxième de classe, c'était pas bon. Et il avait une question en Chiluba, en général, qui voulait dire, celui qui est premier, il a combien de têtes? Vous savez le dire en Chiluba? Oui, mais je vais vous épargner. Oui, on va pas le comprendre. Voilà. Et donc, oui, à chaque fois, je voulais être premier pour avoir un sourire sur son visage et tous les éloges qu'il pouvait faire derrière. Donc oui, j'étais quelqu'un de très concentré. Je pense même que la personnalité que j'ai aujourd'hui, d'être très ouvert, j'ai commencé à l'avoir, on va dire, dernière année des secondaires. Je crois que j'étais en 5e ou 6e. J'ai commencé un peu à m'ouvrir, à avoir des copines. Avant, non, j'étais focusé. Et est-ce que cette discipline vous a aidé à devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui? Je pense que oui, parce que d'expérience, ceux qui n'étaient pas disciplinés au secondaire n'ont pas pu l'être à l'université. Moi, j'ai gardé une certaine discipline, même si en ce moment-là, j'étais plus ouvert aux amitiés, à des sorties, mais je restais quand même quelqu'un de très concentré. Donc, j'ai fait des bonnes études universitaires également. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai commencé ma carrière tôt. J'étais en première licence, donc en quatrième année d'université, quand Pricewaterhouse m'a recruté. Wow, vous étiez en première licence? Ouais. Wow. Et comment vous avez fait pour qu'on vous recrute par Pricewater? J'avais fait un stage là-bas et visiblement, j'avais laissé une bonne impression. Ils m'ont rappelé après pour me demander de participer à un concours. Et j'ai participé, j'ai été retenu parmi les 5 de ma promotion. On avait commencé les tests, on était un peu plus de 200. Wow, 200 et vous avez été retenu parmi les? Oui, parmi les 5 qui ont été retenus. Et en ce moment-là, le cabinet avait aménagé mon horaire pour me permettre quand même d'assister aux cours parce que j'avais encore des cours. Je me rappelle à l'époque, j'allais à l'université 3 jours par semaine et les autres jours, j'allais travailler. Wow. Ouais. Au Congo, ça? Oui, ici à Kinshasa même. Wow. Donc aujourd'hui, on va dire que vos exploits dans votre carrière professionnelle ne vous étonnent pas. Parce que... Je pourrais pas le dire, ça serait prétentieux, mais je pense que ça a quand même joué ma discipline sur ma carrière aujourd'hui. Oui, non, j'imagine. Et aussi parce que j'ai eu la chance de croiser certaines personnes. J'aime bien le dire souvent. J'ai eu des très bons mentors, des gens qui ont vu le potentiel en moi et qui m'ont accompagné. En commençant par le patron de Price, que j'aimerais citer ici, Benjamin Zaïlou. Oui. Donc c'est le premier qui m'a offert ce stage et qui m'a demandé de participer au concours et qui a aménagé mon agenda pour que je puisse aller et à l'université et au travail en même temps. Wow. Et même qui m'a recommandé au concours qui m'a emmené en Belgique. Wow. Et je vous demande parce qu'on est au Congo et on a cette optique de penser qu'on ne réussit que parce qu'on a des contacts. Est-ce que c'était déjà un contact à vous ou vous l'avez juste connu dans le parcours de la vie ou c'est un oncle, un membre de famille? Non, pas du tout. Figurez-vous que je l'ai rencontré à l'université. Il était venu animer un séminaire de gestion financière à l'université de Kinshasa. Et j'étais un étudiant comme tous les autres. Wow. Mais je pense que j'avais posé peut-être 2-3 questions de plus. Et il m'a demandé si je connaissais le cabinet Pricewaterhouse. J'ai dit non. Il m'a proposé de faire un stage si jamais j'étais intéressé. J'ai pas répondu pour pas le vexer, mais à l'époque, j'avais postulé pour Vodacom. Parce qu'à l'époque, tout le monde voulait faire les télécoms.
Et malheureusement, j'ai pas eu de réponse de Vodacom. Et en dernière minute, je me suis dit, si je trouve pas un stage, c'est pas bon pour l'université. Donc, je me suis rappelé de sa sollicitation et je suis allé passer un stage là-bas. Wow. Et tout s'est enchaîné par la suite. Je ne le connaissais pas avant. Wow. Ouais, non, c'est important de le mentionner parce que on a vraiment cette mentalité ici de penser que c'est que par un oncle ou un cousin ou quelqu'un comme ça qu'on réussit, hein. Mais vous, c'était un inconnu qui est finalement devenu un mentor pour vous. Oui. Enfin, il y a beaucoup de cas où la famille aide peut-être. Oui, bien sûr. Mais dans mon cas, j'ai pas eu un coup de main parce que j'étais quelqu'un de la famille. Je pense qu'il a peut-être à l'époque vu ce que moi je voyais pas. Et d'ailleurs, heureusement. Merci à lui. Ah, oui. Et je vois, c'est ce côté aussi en vous qu'aujourd'hui, vous allez un peu à côté pour partager parce que vous aussi, on vous a en fait tendu la main. Ouais. J'essaye de rendre la perche quand je peux parce que c'est pas évident. On est dans un pays à plus de 100 millions d'âmes. On dit plus de 60% de jeunes. Donc, ça va être difficile d'aider tout le monde. Mais si je peux partager mon expérience, mes peines, mes peurs, mon parcours à quelqu'un qui traverse la même période et que ça l'aide demain à être grand, ben, pour moi, c'est tout bien sûr. Bien sûr. En parlant de peine, est-ce que vous avez connu aussi des échecs lorsque vous étiez à l'université? Est-ce que vous avez connu des échecs où vous vous dites, j'abandonne en fait, pourquoi je fais ça? Oui, en première année de gradure. Ah. Ok. Oui, alors c'était, comme je disais, j'ai fait l'université de Kinshasa, donc ceux qui se rappellent de l'époque, c'était quand même assez brouillon à l'époque. C'était pas très bien organisé. On parle de 2001-2002. Donc à l'époque, c'était assez compliqué. À la fin de la première année, j'ai passé tous mes examens, mais quand on a publié les résultats, j'avais sur les 16 cours, j'avais plus de 8 cours où on voyait pas mes notes. Oh. Et donc à l'époque, il était question que je reprenne les 8 cours et donc tout de suite j'ai paniqué. Je me suis dit reprendre les 8 cours, peut-être que je vais rater ma première année. Et donc j'ai eu la peur de ma vie. J'ai fait quelques démarches auprès de certains professeurs qui ont pu retrouver certaines notes. Je pense que j'en avais retrouvé 2 ou 3, mais il fallait quand même que je passe 5 ou 6 examens. Je les ai passés, mais j'ai passé des vacances où j'étais terrorisé. Je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je venais d'un parcours scolaire où j'étais au-dessus de 70% tous les ans. C'était un coup de J'étais entre premier et deuxième, et là, j'arrivais à l'université. Et je me disais, le spectre de ce qu'on dit souvent, les meilleurs élèves sont les mauvais à l'université. Donc, j'avais toutes ces peurs-là. Mais bon, heureusement que ça s'est bien passé. Les examens que j'avais repris, je les ai réussis. Donc, j'ai pu passer ma deuxième année et après, j'ai pas eu ce genre d'incident dans mon parcours. Et vous avez fait l'économie, c'est ça? J'ai fait les sciences économiques. Pourquoi vous avez choisi l'économie? C'était par défaut. Ah. Alors, quand je suis sorti des humanités, j'avais fait des humanités en maths physique. Et donc, j'étais un petit rêveur. Je voulais faire astrophysique. Mais c'est une discipline qui n'existait pas au Congo. Donc, j'avais postulé pour une bourse en France, à l'université de Bordeaux. Et malheureusement pour moi, ça a mis 2-3 ans à répondre. Et comme je voulais pas rester à la maison et attendre, je me suis dit, je choisis une option pour aller à l'université le temps que ça donne. Et j'ai choisi les sciences économiques parce que je voulais pas faire les polytechniques comme tout le monde. Parce que tous mes collègues étaient là-bas, je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose. Donc j'ai commencé à demander à tout le monde, qu'est-ce qu'un mathématicien, quelqu'un qui aime les maths pourrait faire. On m'a dit, il y a économie mathématique. Donc à la base, j'étais parti en économie pour faire économie mathématique. Puis finalement, les années passent. Je reçois la réponse de la bourse. J'étais en 3e année. J'ai pas trouvé d'intérêt à partir en France pour reprendre les 3 ans. Je me suis dit, je continue. Et finalement, en licence, j'ai pas choisi économie mathématique. J'ai choisi la gestion financière. Parce que finalement, j'ai compris au bout des 3 premières années, que la gestion financière avait l'avantage d'être vraiment transversale. Quand on avait fait ça, on pouvait faire n'importe quelle autre discipline d'économie. Et donc, j'ai choisi plutôt cette voie-là parce que je me disais, je me donnais plus de chances pour l'emploi demain. Non, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez plus de chance. Je pense que ça vous a ouvert certaines portes. Oui, ça a ouvert beaucoup de portes. Alors, vous faites votre parcours à Kinshasa, à l'université. Vous allez en Belgique, vous finissez vos études, vous commencez à travailler en Belgique, et ensuite, vous décidez de revenir en RDC. On peut se poser la question, vous aurez pu faire carrière en Belgique, vous étiez déjà excellent. On voit que vous étiez excellent, donc je pense qu'en Belgique, vous aurez excellé, vous serez resté dans un environnement, on va dire, assez stable. Mais vous décidez de prendre l'avion pour revenir en RDC où on se dit, bon, il y a beaucoup de
descente, on monte, on change. Mais vous avez quand même eu la foi en votre pays et vous revenez. Pourquoi cette décision? Déjà, quelque chose que je souligne, moi je suis parti en Belgique, mais j'avais déjà une expérience professionnelle à Kinshasa. C'est vrai. Et donc j'ai commencé ici, comme je disais, quand j'étais en 4e année d'université, mais j'ai travaillé tout au plus 3 ans avant de partir en Europe. Quand même. Oui. Et je suis parti en Europe à l'issue d'un concours, comme je l'ai dit. À l'époque, il y avait un partenariat entre l'ordre, on va dire, des experts comptables belges, qu'on appelle l'IRE, donc l'Institut des réviseurs d'entreprise en Belgique, et l'Institut des réviseurs d'entreprise congolais ici. Et donc, il y avait un concours qui était organisé chaque année. Ils prenaient entre 2 ou 3 meilleurs qu'ils envoyaient en Belgique pour faire leur stage d'expertise comptable, qui durait 3 ans. Et donc, c'était un programme qui combinait 3 disciplines en même temps. On était dans un cabinet d'audit pendant les 3 ans, mais en même temps, on avait également des cours et des examens à l'Institut de réviseurs d'entreprise. Et en même temps, on avait la possibilité de prendre un master exécutif, donc professionnel, à la Haute École Francisco Ferrer, qui était ouvert par la bourse. Et donc, c'était un programme assez lourd. Et quand je partais, je me disais, je partais pour ce programme. Je partais pas pour rester en Europe. Je comprends. Première raison. Deuxième raison, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte qu'en Europe, je vais bien évoluer, mais j'aurai un plafond de verre. C'est vrai. Alors qu'ici, je me disais, chez moi, je peux rêver de devenir n'importe qui. Troisième raison, c'est qu'avant de partir, j'étais marié. Et j'avais une petite fille qui était née quand j'étais parti. Parce qu'en fait, 1 année avant de partir, je me suis marié. Et quand je suis parti, mon épouse à l'époque était enceinte. Donc pour moi, j'avais 3 belles raisons pour revenir au pays. Et heureusement pour moi, ça a été le meilleur choix en fait. Donc oui, c'est vrai, vous ne regrettez pas d'être revenu en RDC? Pas du tout. Ah oui, ok. Et vous avez rapidement évolué en tout cas, j'ai lu votre biographie, j'ai vu que vous avez un processus, mais vous avez rapidement évolué. Quand je dis rapidement, c'est vrai que j'ai vu que vous en avez quand même vous avez plus de 15 ans, donc je crois plus de 17 ans même, dans l'expérience des finances. Donc, on pourrait dire que c'est rapidement évolué, mais en même temps, c'est un processus normal. Mais vous êtes assez jeune et vous occupez un grand poste. On va dire ça comme ça, directeur général adjoint. Je pense que c'est quand même un poste certaines personnes, et surtout à l'époque peut-être de nos parents, c'est un poste qu'on occupe avant la retraite. Donc, on a ça et on sait que très bientôt, c'est la retraite. Mais vous l'avez eu assez jeune. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous occupez un poste aussi élevé? Je dirais pas un si jeune âge, mais quand même. Je vais dire ça comme ça. 2 raisons. Premièrement, je vais dire la foi. Important. Oui, et deuxièmement, je pense que j'ai travaillé aussi un tout petit peu pour ça. Quand je dis j'ai travaillé, c'est pour dire j'ai essayé d'être meilleur dans chaque position où je me suis retrouvé. Et certainement, c'est à cause de ça que j'ai été remarqué par des aînés qui m'ont également donné un coup de pouce. Mais je pense que ce qui a accéléré la carrière, c'est certainement mon passage en Belgique. Parce que pour moi, c'était une exposition en termes de technicité. J'ai appris beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas pu apprendre sur place ici ou que j'aurais appris sur une durée beaucoup plus longue. Mais là-bas, sur 3 ans, j'ai capitalisé énormément. Vous imaginez pas que dans les masters où j'ai été inscrit, les professeurs, c'était pas des théoriciens. C'était des gens qui étaient en cabinet, des associés de grands cabinets comme Deloitte, KPMG, et qui parlaient des choses qu'ils faisaient au quotidien. Donc, vous n'imaginez pas, par exemple, la discipline, ce qu'on appelle les IFRS, les normes internationales de reporting financier. C'est des matières qui, aujourd'hui, encore au pays, on a très peu de gens qui les connaissent. Moi, je les ai palpées là-bas. Et donc, quand je suis revenu au pays, je me rappelle à l'époque, pratiquement toutes les formations de Price en IFRS dans les banques et tout, on était à 2 de Price à être là-bas, en Belgique. Et donc, c'est nous 2 qui animions ces formations. Parce qu'en fait, on avait acquis des techniques, on avait une certaine expérience, on avait une certaine exposition qui nous avait finalement donné suffisamment de confiance et de pratique sur des matières qui étaient encore inconnues ici. Je vais donner un autre exemple. On a palpé tout ce qui était TVA en Europe, qui est une loi qui date de plusieurs années avec une jurisprudence, avec la doctrine derrière. Et ici, la loi sur la TVA, c'était en 2010 qu'elle a été publiée. Donc, quand on revient en 2013-2014, les gens n'ont pas beaucoup de pratique là-dessus. Et donc, c'est normal qu'on soit beaucoup plus avancé sur des questions TVA. Mais bon, je pourrais citer comme ça 10, 15 autres matières
On a pu asseoir, nous, quand on était là-bas, et quand on est revenu au pays, on avait très peu de gens pour nous concurrencer. Et je pense que ça nous a aidé également à mieux nous hisser dans nos carrières. Donc, je peux rebondir aussi sur ça pour dire que les personnes qui ont une certaine expérience, qui ont peut-être acquis certaines expériences à l'extérieur, s'ils viennent s'installer au Congo, ça peut être un plus, en fait, en termes pour leur carrière ici au Congo. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mes frères, à mes amis qui sont encore à l'extérieur, qu'il y a tellement de choses à faire ici. Il y a de la marche, alors que là-bas, c'est un peu saturé. C'est vrai. Et ce que ils ont acquis là-bas, parfois ils pensent que c'est des choses, on va dire, banales ou anodines, mais ici, ça va être une expertise qu'ils pourront peut-être vendre à des sociétés, à des individus. Donc, j'arrête pas d'encourager mes frères qui sont encore là-bas. C'est vrai. Qui ont une expérience, qui ont une pratique, qui ont un savoir, de vraiment venir au pays. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apporter quelque chose à notre pays aussi. Non, c'est vrai. Je pense aussi que c'est important que là où on vit, c'est vrai. Bon, moi, quand je dis là où on vit, c'est parce que je viens à l'extérieur du Congo. Comme vous avez dit, il y a un plafond. Déjà, tout est là. Mais chez nous, on a beaucoup de défis et je pense que c'est un plus de prendre là-bas et de venir ici et pouvoir faire évoluer notre pays. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Vous avez dit, vous êtes revenu au Congo parce que vous aviez votre femme qui était enceinte. Comment vous arrivez à garder l'équilibre avec la profession que vous avez? Je pense que c'est demandant. Et vous n'êtes pas seulement directeur général adjoint. Aujourd'hui, vous êtes sollicité aussi, comme j'ai dit, on vous invite à gauche, à droite. Comment vous faites pour garder cet équilibre familial? C'est pas facile. Votre sourire en dit beaucoup? Oui, je pense que les gens qui vont me reconnaître vont se dire, ah tiens, on est curieux d'entendre ce qu'il va raconter. Non, j'ai pas toujours été fort dans cet exercice-là. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a des échecs que je reconnais dans ma vie, c'est sur cet aspect-là. Parce que, par exemple, mon premier mariage, quand je partais en Belgique, ce mariage avait pris fin au bout d'un moment. Parce que justement, j'ai pas su gérer cet équilibre-là. Donc, je me suis retrouvé à l'étranger avec, comme je le disais, avec trois programmes en même temps. C'est vrai que je faisais un effort de revenir au pays 2-3 fois par an, mais c'était pas suffisant. Et c'était un jeune couple. On avait un enfant et dès qu'on a eu les premiers problèmes, on n'a pas été capable de les gérer. Et 2 ans après, on a divorcé. Donc voilà, c'était compliqué pour moi en tant que chrétien. C'était difficile à vivre, mais bon, après j'ai surmonté cet obstacle. Aujourd'hui, je suis marié de nouveau. J'essaye de faire mieux que ce que j'ai fait la fois avant. Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'instaurer un certain nombre d'habitudes dans la famille pour avoir cet équilibre-là. Par exemple, avec ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, on a 2 jours dans la semaine où on mange tous à table. Donc tous les mercredis et tous les dimanches au restaurant. J'arrête de travailler à midi. On se retrouve tous quelque part, on le fait. On se donne minimum 2 fois l'année des vacances en famille. Et puis on essaye quand on peut vraiment de passer des soirées ensemble, surtout les week-ends, parce que ils n'ont pas à se réveiller tôt le lendemain, donc on peut rester rigoler, aller nager, enfin faire des activités ensemble. Parce que j'ai vraiment des horaires assez compliqués, donc à chaque fois que je peux, j'arrive à le faire. Là où j'ai pas encore pu faire de l'équilibre comme il le faut, c'est peut-être avec ma famille biologique. Donc mes frères et mes sœurs, bon, en même temps on n'est pas tous à Kinshasa, mais même ceux qui sont à Kinshasa, on n'arrive pas toujours à harmoniser nos agendas, à se voir comme il faut. Je me rappelle un des remords que j'ai sur l'équilibre côté famille, c'est que j'ai perdu mon père en 2017 et à la suite d'une très longue maladie. Et les dernières semaines ou les derniers mois, j'ai pas pu passer assez de temps avec lui. Et malheureusement, il est décédé à l'étranger. J'ai pas pu passer les dernières minutes avec lui. Je me rappelle toujours quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit mais en fait j'aurais pu m'arrêter une semaine, prendre des vacances et aller à Cape Town, à son chevet, et passer quelque temps avec lui. Je l'ai pas fait parce que dans ma tête il va revenir. À chaque fois qu'il est malade, il guérit toujours. Et malheureusement, c'est la dernière fois. Donc, ça reste un exercice compliqué. J'ai pas la formule magique. J'essaye de faire au mieux.
Mais je suis pas le meilleur à cet exercice-là. Mais je comprends. Mais au moins, vous le savez, donc ça veut dire qu'il y a encore... Travaille, ouais. Exactement. Il y a encore... Et ça me rappelle, je pense que ce que Steve Jobs, je pense, de Apple a dit avant de mourir, je crois. Il a dit, s'il y a une chose qu'il regrettait, c'est de ne pas avoir de passer assez de temps avec sa famille. Il dit, je suis couché là, mais j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Mais s'il y a une chose que je regrette au jour d'aujourd'hui, c'est de partir parce que je n'ai pas passé assez de temps avec ma famille. Et vous avez de la chance de le reconnaître déjà. Vous êtes assez vivant et je vous souhaite une très longue vie et je pense que vous aurez le temps d'y remédier, enfin, de trouver une solution. Oui. Est-ce que vous auriez fait quelque chose plus tôt? On va dire, avec du recul aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait quelque chose de différent pour avoir un meilleur équilibre aujourd'hui? Côté familial, comme je l'ai dit, j'aurais voulu passer plus de temps avec mes parents parce que mes frères, on est tout le temps au téléphone. Okay. Surtout que mon père, c'était quelqu'un de très attachant. C'est quelqu'un qui m'appelait tous les soirs. Il appelait tout le monde tous les soirs pour vous dire, je voulais savoir comment t'as passé ta journée, tout va bien. Donc, j'ai passé très peu de temps avec lui. Ça, malheureusement, je ne sais pas corriger. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est avec mes enfants, parce que comme on le sait, à l'adolescence, on les perd. Hein. Ils partent. Donc, j'essaye de passer plus de temps avec eux maintenant. J'ai des enfants qui ont encore moins de 15 ans, la cadette a 9 ans. Donc, j'essaye quand je peux passer plus de temps avec eux pour souder cette relation, parce que demain, ils vont partir pour étudier, ils seront plus là. Donc, au moins, j'aurais fait cette part. C'est vrai. Et en tant que père aujourd'hui, vu qu'ils sont assez jeunes, quelle est la leçon que vous les apprenez du jour au jour pour qu'ils deviennent la personne que vous aimeriez qu'ils deviennent? Quelle est cette leçon que vous tenez à partager avec eux? Parce que comme vous avez dit, dès qu'ils deviennent adolescents, ils n'ont plus le temps de s'asseoir sur les genoux de papa et écouter. Et aujourd'hui que vous avez cette opportunité, quand vous y pensez rapidement, quelle est cette chose que vous aimeriez transmettre à vos enfants pendant qu'ils sont encore petits? Alors, 2 choses, en résumé, la foi. J'essaye toujours de les emmener à l'église quand je peux et de prier en famille quand on peut. Et leur dire que finalement, tout ce qu'on a, il y a derrière une main miraculeuse qui nous pousse et qui nous aide. J'aimerais qu'ils aient ça, parce que même quand on n'est pas très croyant, si on sait qu'il y a quelque part, quand on est bloqué, une main qui peut donner un secours, on peut toujours recourir à cette main. Deuxième chose, c'est le travail. Je suis presque l'équivalent de mon père en termes d'exigence à l'école. Quand ils sont pas premiers, quand ils ont pas des bons points, je suis pas content. Je suis même prêt à priver des vacances bien sûr. Quand il le faut. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai. Vous avez beaucoup parlé de foi. Je veux juste revenir. Donnez-moi un exemple de quelque chose que vous avez vécu un jour, si c'est possible, dont la foi a été, en fait, vous n'avez eu que la foi pour vous en sortir de cette situation, parce que vous avez beaucoup parlé de la foi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la foi est une partie très importante de votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous rappelez, vous vous dites ça, c'était une main derrière qui a pu me sortir de cette situation? Finalement, tout, si j'exagère pas, parce que j'aime à le croire et à le dire, qu'à chaque fois que j'ai passé des concours où il y avait 200, 300 personnes et que je me suis retrouvé dans le dernier carré, c'était pas que l'intelligence. Je pense qu'il y avait toujours une main invisible. Peut-être sur le premier palier, test écrit, tout le monde essaye de coucher sur un papier ce qu'il a dans la tête. Ok, je peux me dire à la limite c'est moi. Mais après tout ce qui arrive derrière, quand on passe des entretiens, vous êtes à 8 comme ça, assis avec un jury. Je peux pas dire qu'à chaque fois je suis celui qui convainc. Et même quand je convainc, je sais pas dire si c'est parce que j'ai dit the right thing. Donc, j'ai toujours pensé que à chaque fois que je me retrouve dans le dernier carré, les 3 derniers, les 5 derniers, ou le premier, quelque part, il y a eu quelque chose de surnaturel derrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et même se retrouver toujours au bon endroit, au bon moment, c'est quelque chose, je pense, qui est surnaturel. Bien sûr. Je l'ai peut-être pas souligné tout à l'heure. Le fameux concours que j'ai passé pour aller en Belgique, quand mon patron m'a proposé d'aller passer le concours, j'étais même en congé. Donc, j'étais en congé. Il y avait plein de jeunes au cabinet de ma promotion. Moi, je suis passé un jour de congé pour juste saluer les amis comme j'étais à la Gombe. Je me suis dit, bon, je passe dire bonjour. Et il m'appelle dans son bureau et dit, voilà, je viens d'apprendre ça, ça, ça. Et j'ai donné, il avait donné 3 noms du cabinet. Il a dit, il y a toi, il y a X et il y a Y. J'ai dit, mais je suis pas prêt, c'est dans 3 jours. Il a dit, non, je te fais confiance. C'est des choses que tu fais au quotidien et tu le fais bien, donc tu vas y arriver. Pourquoi il m'a choisi? Voilà. Donc pour moi, dans des cas comme ça,
La seule explication que je mets en avant, c'est... C'est votre foi. Ouais, c'est ma foi. C'est votre foi. Et est-ce que vous avez connu, dans votre parcours professionnel, depuis que vous avez commencé dans le monde des banques ou même avant, est-ce que vous avez connu des échecs? Certainement, oui. Vraiment. C'est avec ça qu'on apprend. C'est vrai. Alors, je dirais peut-être pas des échecs, mais moi, je les appelle des désillusions ou des déceptions. Je pense que la plus grande que j'ai eue dans ma carrière, c'est en 2021, début 2021. J'étais encore à l'époque, j'ai passé 6 ans chez BCDC, la Banque commerciale du Congo. Donc avant la fusion avec le groupe Kenyan et Equity. Et donc la désillusion, c'était d'avoir travaillé pendant 2 ans sur une fusion, sans se lasser, d'avoir donné le maximum. Et à la fin, d'être remercié en monnaie de singe, comme on dit. Donc, on avait un nouvel actionnaire qui arrivait, qui prenait la majorité du capital de la banque, qui nous a fait travailler sur la fusion et qui nous a fait des promesses, malheureusement, qui n'étaient pas écrites. Et à la fin de la fusion, qui nous a demandé de partir. OK. Ouais. OK, oui. Tout le comité de direction, donc DG, DGA et tous les directeurs. Wow. Parce qu'on coûtait cher. Ah. C'était lourd. Oui. C'était choquant. Mais bon, il y a certainement eu d'autres raisons économiques. C'est pas un procès que je fais aux dirigeants du groupe Equity. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Et peut-être que c'est ça qui m'a ouvert la porte pour être aujourd'hui chez EcoBank, avoir la position que j'ai aujourd'hui. Sinon, je serais peut-être pas parti de la BCDC. Bien sûr. Je vais rebondir sur ça parce que j'ai vu aussi un podcast où vous avez pris part et vous aviez dit que vous étiez au point même d'ouvrir votre propre cabinet. Mais lorsque EcoBank vous a approché, finalement, vous avez rejoint EcoBank. Vous n'avez pas eu peur de vous dire, je peux aller revivre la même chose avec EcoBank? Pourquoi vous ne vous êtes juste pas dit, vous avez l'expérience, hein, vous aurez pu dire, je crée ma propre boîte et j'avance, je ne veux plus d'employeur parce que j'ai été déçu ici. Comment vous avez eu cette foi de vous dire, je vais aller chez EcoBank et ça va mieux se passer? Alors déjà, le cabinet, je l'ai pas ouvert avant d'aller chez EcoBank. J'ai ouvert le cabinet en 2015, quand il y a eu la loi sur la profession comptable. Donc en 2015, il y a eu la loi promulguée par le président de la République sur la profession comptable. Il était question d'avoir un tableau d'experts comptables comme dans tous les pays du monde. Et il fallait choisir si on voulait rester en société ou bien être expert comptable. À l'époque, j'étais directeur général adjoint de Oxus Microfinance, qui est devenu Baobab. Et donc, j'ai accepté en ce moment-là d'être plutôt indépendant. Et donc, j'ai dû démissionner de ma position de directeur général adjoint pour créer mon cabinet. Et heureusement pour moi, comme Oxus avait besoin de moi, ils m'ont donné un contrat de consultant pendant 6 mois. Je suis resté travailler avec eux, mais sur un horaire plus allégé. Je me rappelle, je devais prester 10 heures par mois pour eux. Donc, j'ai gardé ce contrat-là. J'ai développé le cabinet. C'est à l'époque où j'ai eu la plupart de mes premiers gros contrats, notamment avec des banques comme UBA. Je les ai aidés à faire la migration IFRS. J'ai eu quand même des gros contrats. Mais il était question de développer le cabinet et moi, j'avais pas envie de peser sur le cabinet. Et donc, c'est en ce moment-là que BCDC m'a sollicité pour le poste de directeur financier. Et donc, je me suis associé avec 2-3 amis et je leur ai demandé de continuer à développer le cabinet au moment où moi, je partais à BCDC. Maintenant, quand j'ai quitté BCDC, avant EcoBank, je me suis dit, j'allais réintégrer mon cabinet et continuer à développer avec des amis qui étaient là. Sauf qu'en même temps, j'ai eu l'appel de EcoBank et j'ai dit aux amis, bon, continue encore un tout petit peu. L'avantage, c'est que le titre d'expert comptable, on le perd pas, on le garde à vie. Donc, tôt ou tard, le jour où j'aurai fini ma carrière, même à 50 ans, à 60 ans, je pourrai toujours travailler en tant qu'expert comptable, conseiller des clients et d'ailleurs, je leur apporterai plus de valeur ajoutée parce que j'aurai eu une carrière assez riche. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous n'avez pas eu peur d'être déçu par EcoBank et vous dire, on va encore me payer par une monnaie de singe? Non, parce que moi, toutes les expériences nous apportent quelque chose. Et deuxièmement, je pense qu'EcoBank, quand EcoBank est venu vers moi, ils avaient un projet clair. Ils m'ont proposé la position de directeur financier. Je leur ai dit que ça m'intéressait pas parce que j'avais fait ça pendant plusieurs années et dans des banques plus grandes. Et on m'a dit non, écoute, le vrai projet, c'est que tu deviennes DGA ou DG, si pas au Congo, dans une autre filiale. Parce que dans les 5 prochaines années, on a une génération des DG qui part à la retraite.
Et donc, c'est ça qui m'avait intéressé finalement. On m'a dit, on va regarder dans les 3 années qui suivent comment te positionner s'il n'y a pas de place au Congo, ailleurs comme DGA. Heureusement pour moi, c'est allé plus vite. C'était l'année qui suivait où je suis passé, même pas DGA, je suis passé DG ad interim. Donc, j'ai dirigé la banque pendant l'année 2022 parce que il y avait eu 2 départs. Donc, le DG a été parti et puis le DG aussi était parti dans la foulée, en l'espace de 2-3 mois. Donc, je me suis retrouvé, après une année d'intégration à Ecobank, à diriger la banque. Donc, je l'ai fait toute l'année 2022, le temps qu'ils recrutent un autre DG pour la filiale. Et le nouveau DG arrive en 2023 et on m'a nommé DGA et administrateur en même temps. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait c'est la 5e année que je vais entamer avec Ecobank. Okay. Et je trouve que je suis dans le plan qui avait été convenu. Donc voyons voir ce qui nous réserve les prochaines années. Bien sûr. Et finalement, comment Ecobank vous approche? Qu'est-ce qui fait en sorte que sur tous les habitants de Kinshasa, on va dire ça comme ça, je sais que c'est pas tout le monde qui est banquier, mais comment on vous repère, vous, et à vous, on vous fait des belles propositions comme ça? Qu'est-ce qui a fait que Ecobank vienne vers vous et vous propose tout ça? Alors, je pense que Ecobank, ce que j'ai compris, c'est que ça faisait 1 année ou 2 ans qu'ils cherchaient un directeur financier. 2 ans. Ils avaient déjà interviewé plusieurs, ils n'y arrivaient pas. Donc, il y avait quelqu'un qui était là, un directeur financier ad interim, parce qu'ils continuaient à chercher, ils n'arrivaient pas à en trouver. Alors, moi, j'ai été contacté pas par Ecobank RDC, mais par un directeur d'Ecobank au niveau groupe, qui était le directeur des ressources humaines, qui est congolais, lui. Mais il était basé à Lomé. Il était là de passage à Kinshasa pour des vacances, je suppose. Et il en a parlé comme ça. Et quelqu'un qui était dans le cercle lui a dit, ah tiens, mais il y a le directeur financier des BCDC qui est parti de là et qui pourrait être intéressé. C'est comme ça qu'il est rentré en contact avec moi. Ah, ok. Et voilà. Et donc, à l'époque, j'étais même à l'étranger. Je suis revenu à Kinshasa. On s'est vu. On s'est parlé. C'est lui qui m'a demandé après d'aller voir le DG ici. Et il a envoyé mon CV. Voilà, on a eu un entretien et puis c'est parti. Wow. Comment se passe un entretien lorsqu'on a à ce niveau? Est-ce que c'est comme aujourd'hui, quand je dis comme aujourd'hui, est-ce que c'est comme lorsqu'aujourd'hui on va dans un travail pour postuler, on fait les tests, on fait des interviews, il y en a parfois 7, il y en a parfois plusieurs. Comment se passent les interviews lorsqu'on veut occuper des postes comme ceux-là? Alors moi, ce que j'ai vu en général, je vais parler d'Ecobank, j'ai pas eu un entretien où on me posait des questions sur les finances parce que j'ai eu l'entretien avec le DG. Moi, je suis financier à l'époque déjà depuis plus de 15 ans. Lui, il n'a pas fait finance, donc c'est pas lui qui va me challenger sur ces sujets-là. C'était plutôt sur mon style de management, mes ambitions, qu'est-ce que je pense pouvoir apporter à Ecobank en plus. Donc c'est plutôt sur des soft skills, c'est très peu sur la technicité. Parce que quand on vient te chercher comme ça et qu'on sait que tu as été directeur financier de BCDC, qui était l'une des 2 grandes banques du pays, je pense qu'ils supposaient que j'avais le bagage pour la position. Donc, c'est plutôt ce genre d'entretien-là que tu as. Je comprends. Et vous avez quand même dirigé Ecobank avant, comme vous avez dit, vous étiez DG intérimaire. Quels ont été les plus gros défis dont vous avez fait face pendant ces temps-là? Les plus gros défis. Comment gérer une grosse boîte comme Ecobank avec autant d'employés? C'est vrai qu'il y a beaucoup de départements, mais comment vous avez fait pour vous? Quels étaient les défis, on va dire ça comme ça, que vous aviez du jour au jour? Ok. Non, je pense que de par mon parcours, j'étais un peu préparé à ça. La plus grande difficulté, c'était de ne pas passer pour un imposteur. Comme je dis, j'arrivais dans cette boîte-là au mois de juin 2021 et au mois de juillet 2022, j'étais DG ad interim. Okay. Donc, pour beaucoup de gens, mon visage n'était pas connu. Je parle des gens à l'extérieur parce qu'Ecobank, c'est un groupe. C'est un bien groupe sûr. dans une trentaine de pays en Afrique. Donc, pour eux, j'étais un inconnu et ils ne me connaissaient pas. Et donc, c'était difficile à chaque fois à convaincre, sauf ceux qui travaillaient directement avec moi, qui finalement voyaient que j'avais quelque chose. Il y avait ça. Et deuxièmement, il y avait aussi en interne, j'avais certainement trouvé des gens qui étaient déjà directeurs depuis un moment, qui ne comprenaient pas pourquoi le choix avait été porté sur moi et pas sur eux qui étaient là depuis un bon moment. Mais j'ai eu la chance d'avoir toute l'équipe derrière moi. Parce que je pense que en filigrane, tous ils se disaient quand même, c'est la première fois qu'un Congolais dirige cette filiale. On va vraiment l'aider. Tous les DG ont toujours été expatriés. Et donc, ils étaient, je pense, dans une dynamique où on va l'aider à réussir
parce que derrière, ça va montrer que les Congolais aussi ont quelque chose. Et je pense, sans m'en vanter, l'année 2022, ça reste la meilleure année d'Ecobank en RDC depuis qu'Ecobank existe. En termes de résultats, en termes de chiffre d'affaires, en termes de tout. C'est l'année où on a eu la plus grande, la plus grande performance et rentabilité depuis 17 ans. Waouh. Ouais. Félicitations. À moi et surtout à tous les collègues qui m'ont donné un coup de main parce que c'était pas évident. Ouais. J'imagine. On va rentrer un peu dans votre casquette de financier. Aujourd'hui, les finances, on vit avec les finances. L'argent, c'est quelque chose qu'on vit avec tous les jours, mais j'ai l'impression souvent que les gens n'ont pas une belle relation avec tout ce qui est finance, argent. Ils n'ont pas la bonne information. Déjà, c'est ça. La première des questions que je vais vous poser, c'est pourquoi il est si difficile d'accéder à des financements en RDC? C'est une belle question. On atterrit finalement dans ce que je fais au quotidien. Oui. Je dirais pour 3 grandes raisons. Oui. Alors, la première raison, c'est on est un pays assez risqué. Et donc, finalement, tous les financeurs ou tous les prêteurs ont besoin d'avoir une garantie. Et le problème, c'est que la plupart des personnes qui ont besoin de financement n'ont pas accès à des garanties. Et donc, n'ont pas de garantie à donner en échange pour pouvoir accéder à ces fonds. Ça, c'est pour moi l'une des principales raisons. Deuxième raison, c'est qu'on a une historique de défaillance assez élevée. Donc, certainement parce que les gens n'ont pas l'éducation financière. Certains ont pris de l'argent et n'ont jamais remboursé. Et donc, derrière, au fait, ça crée un coût de risque assez élevé et les banques essayent de se préserver. Et toujours dans cette raison-là, il y a également les aspects de réglementation. L'activité bancaire est très réglementée et dans la réglementation, il y a tout ce qui est pondération de risque. Et on a des obligations d'augmenter les fonds propres à chaque fois que je vais essayer de simplifier la question. À chaque fois qu'on veut prendre des risques, c'est-à-dire prêter à des gens risqués, il faut augmenter à chaque fois les fonds propres et c'est pas évident avec les actionnaires. Un autre point qui est assez compliqué, c'est que certains projets qu'on veut financer dégagent une rentabilité qui est inférieure au coût du crédit et donc ça c'est un peu compliqué. Donc si vous me dites j'ai besoin d'argent pour tel projet et que la rentabilité de ce projet de cette activité est de 10% et que mon coût de crédit est à 15%, ça va être difficile de vous prêter sans vous asphyxier. Et donc en ce moment-là, ça va être compliqué de pouvoir vous accompagner. La dernière raison, c'est peut-être parce qu'on n'a pas des dépôts ou des ressources assez longues. Parce que si je veux financer, par exemple, des hypothèques, des mortgages, comme on dit, des maisons, il faut que j'ai également des dépôts qui restent assez longtemps dans mon bilan pour éviter de faire une grosse transformation, c'est-à-dire prendre des dépôts qui ont des maturités courtes pour financer tout ce qui est long parce que ça joue sur nos ratios de liquidité qui est également une exigence réglementaire. Et donc, du coup, on est un pays où les gens laissent un peu moins longtemps l'argent en banque et donc ça nous permet pas de pouvoir utiliser ça pour pouvoir prêter. Ça, c'est vraiment, j'espère que j'ai simplifié mes raisons. C'est ce que je vois, mais je pense qu'il y a d'autres raisons peut-être que j'ai pas citées ici. Est-ce que c'est à cause de ça que les intérêts aussi, lorsque on est en RDC, je trouve que, ça c'est moi, mais pas en RDC nécessairement, aussi en Afrique, je trouve que les intérêts sont quand même souvent élevés par rapport à certains continents. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les intérêts sont élevés pour limiter les risques, en fait? Oui, c'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Comme je dis, il y a 3 dimensions un peu sur le taux d'intérêt chez nous. Première dimension, c'est justement le risque. Donc, on essaye de couvrir le coût du risque. Et donc, quand tu es dans un pays où le coût du risque est à 1% ou quand tu es dans un pays où c'est à 3%, le taux d'intérêt va pas être le même. Deuxième élément, c'est qu'il y a le coût commercial. Parce que l'argent que je vous prête vient d'un déposant, quelqu'un qui est venu déposer. Et malheureusement, les déposants au Congo demandent des taux d'intérêt plus élevés. Le compte d'épargne est en moyenne à 2-3% et le compte de dépôt à terme, ça peut monter jusqu'à 6%, ça dépend du montant et de la maturité. En Europe, les dépôts, rarement dépassent les 1%. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a un coût réglementaire. Ce que les clients ne comprennent pas, c'est qu'on a des frais qu'on paye à la Banque centrale et qu'on intègre également dans ça. Donc, il y a tout ce qui est frais de contrôle de la Banque centrale, il y a tout ce qui est le coût que ça nous coûte de constituer la réserve obligatoire. Tout ça, on intègre également dans le taux d'intérêt. C'est ce qui fait que dans nos pays, on a des taux d'intérêt qui dépassent les 10% contre
parfois moins de 2% à l'étranger. Je pense que c'est important de le dire parce que comme je disais aussi tantôt, la banque, souvent les gens le perçoivent comme le méchant, celui qui veut pas aider, celui qui est juste là pour voler. Mais en fait, il y a beaucoup de réalités que les banques font face et elles doivent aussi maintenir leur on va dire, eux aussi c'est leur business, J'arrête pas de les dire, les banques sont pas des ASBL. À chaque fois que j'ai l'occasion d'expliquer la construction du taux d'intérêt, je l'explique en disant si aujourd'hui on veut que ce taux-là baisse pour financer l'économie efficacement, tout le monde doit faire des efforts. C'est-à-dire les banques, on doit réduire nos marges. La banque centrale doit réduire ses coûts. Mais vous aussi, les clients, vous devez réduire vos attentes en termes de taux d'intérêt sur vos dépôts. Et si tous les trois, on arrive à faire cet effort-là, je pense qu'il y a moyen de réduire de 30% facilement le taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, le taux d'intérêt moyen qu'on a aujourd'hui sur le marché. Est-ce que, selon vous, vous pensez que le Congolais comprend l'intérêt d'avoir son argent en banque? Oui, certains, mais pas la majorité, parce que la preuve, c'est qu'on a un taux de bancarisation qui est encore en dessous de 10%. Si on exclut tout ce qui est mobile, on est autour de 8%, enfin certains disent même 6%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore bâti cette confiance. Je pense que si on rajoute tout ce qui est mobile et digital, on peut peut-être approcher les 30%, mais ça reste très faible par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays subsahariens. Donc on a encore ce travail-là. Mais j'imagine que c'est aussi lié à l'historique qu'on a eu. On a quand même eu quelques faillites dans le secteur avec des clients qui ont perdu leur dépôt parce qu'on n'avait pas cette assurance dépôt qu'on a dans d'autres pays, par exemple en Europe, jusqu'à 100 000 euros, on est garanti. Aux États-Unis, jusqu'à 100 000 $, on est garanti par compte, par banque. Nous, on n'avait pas ça. Donc, sur des faillites qu'on a eues dans le pays, il y a des bons citoyens qui ont perdu leurs épargnes. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a encore cette frilosité envers les banques. Mais bon, je pense que les générations, c'est renouvelant. On va arriver à un moment, à une génération qui n'aura pas cet historique et qui donnera un peu plus confiance au secteur. Et je pense que, selon ce que vous venez de dire, je pense que on est dans une génération où on devrait faire confiance aux banques et le citoyen et les banques devraient travailler en accord, en fait, pour l'évolution de l'économie. Et l'État. Et l'État, ça. Le côté réglementaire, c'est essentiellement l'État. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense toujours que l'outil réglementaire est important. On peut utiliser ce levier-là pour alléger certaines conditions aux banques, pour financer certains secteurs qu'on peut juger prioritaires. On dit qu'on veut faire de l'agriculture, on dit qu'on veut faire de l'infra, parce que c'est là où de l'énergie, c'est là où on a des déficits dans le pays. Il faut trouver un mécanisme pour dérisquer, par exemple, ces secteurs-là en disant, les banques, si vous allez financer ces secteurs-là, on va vous alléger au fait de la pondération sur les risques. Et ça va pousser les banques à plus accompagner les acteurs dans ces secteurs-là. Donc, il y a des pays dans le monde qui ont fait ça. Pendant un moment, peut-être pendant 10 ans, ça a permis de booster ces secteurs-là. Et puis, par la suite, on peut resserrer les vis. Je comprends. Et comment une personne sans historique, je viens devant vous, j'ai une PME, on va dire j'ai une entreprise, pas un prêt personnel, mais j'ai une petite entreprise que je commence. Comment une personne sans historique ici au Congo peut se faire accompagner par la banque? Donc, j'ai pas d'historique, mais par où je commence à me bâtir pour que la banque me fasse confiance pour finalement m'aider aussi à faire lancer mon projet. En général, ce qui est vrai, c'est que les banques, elles demandent généralement l'historique, mais c'est pas forcément avec elles. C'est l'historique de votre activité. Donc, ça pourrait être avec une banque concurrente ici en RDC ou ailleurs. Si je peux avoir des relevés de compte et si les informations sur ces relevés prouvent à suffisance que vous avez l'expérience sur l'activité que vous voulez que je finance, donc vous le faites déjà depuis un moment, que vous avez exécuté des contrats avec satisfaction, vous avez été payé, je peux financer. La vraie problématique, c'est quand c'est une activité qui a jamais vraiment démarré, qui veut commencer. Alors pour ces cas-là, je le dis souvent, les banques ne sont pas adaptées pour financer ce genre d'activité. C'est vrai. Et je dis toujours aux gens, dans l'écosystème financement, les banques sont pas les seuls acteurs. Il y a d'autres acteurs. C'est vrai. Comme des incubateurs et autres. Des incubateurs, mais on a également l'État avec des programmes, avec les DFI. On a parlé de COPA, Transforme avec la Banque mondiale. Ce programme permet aux gens, rien qu'avec un business plan, d'avoir
un fonds de départ. Accès à des Mais les jeunes, parfois, ne se documentent pas. On a des initiatives comme le FOGEC qui permet de garantir à 100% des crédits pour les PME et permettre aux banques, finalement, de les financer à 5%. Beaucoup de jeunes ne sont pas au courant de ça. Donc, moi, ce que je demande à des PME qui viennent de commencer, c'est d'aller d'abord vers ces acteurs-là, de se faire accompagner pendant 1 année, 2 ans, et finalement grandir et avoir une organisation qui vous permet d'attaquer après le secteur bancaire avec des demandes plus importantes, certainement, mais où vous êtes mieux organisé avec une histoire qui vous permet d'avoir le financement. Et je dis toujours, faut pas attendre d'avoir un chiffre d'affaires important pour commencer à construire l'historique avec une banque. Il faut commencer, ouvrir un compte bancaire. Même si l'activité est une activité cash, salon de coiffure ou je sais pas quoi, vous vous donnez la discipline, par exemple, chaque semaine, d'aller verser en compte ce que vous avez encaissé en cash. Ça vous permet, vous mettez les chiffres d'affaires semaine, par exemple, le 3 de mars. Vous le faites régulièrement, ça construit une histoire. Parce que le banquier va pas se fier à ce que vous dites. J'ai un chiffre d'affaires de $100,000, mais c'est tracé nulle part. Ça va être difficile pour accepter. Et aujourd'hui, je pense que même les business cash, on peut réduire l'impact cash avec tout ce qui est paiement mobile. Aujourd'hui, par exemple, chez EcoBank, on propose des terminaux de paiement, ce qu'on appelle les POS ou les TPE, qui permettent de payer avec la carte. Donc, vos clients peuvent payer avec la carte. Mais comme on sait que la bancarisation, c'est moins de 10%, tout le monde n'a pas une carte. Aujourd'hui, on a des options pour payer avec le QR code, avec son téléphone. Il y a des options à payer avec son wallet. Donc, si tu as Vodacom, M-Pesa ou Airtel Money, tu peux directement payer avec. Et ça, on sait que ça, c'est plus inclusif parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 53% de la population qui a un téléphone mobile. Et donc, on passe tout de suite de 8% à 53% des personnes potentiellement qui pourront payer, pas en cash, mais de manière électronique. Et de manière électronique, les traces restent. On peut montrer un banquier demain pour être financé. Moi, c'est le conseil que je donne à ceux qui commencent. Non, je pense que c'est important aujourd'hui aussi ça permet aussi à la banque d'avoir cette traçabilité, de voir tout ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est aussi aujourd'hui important pour la sécurité haute de limiter les mouvements de cash en RDC. Exactement. Et d'avoir ce genre de programme, déjà, je pense que c'est bien et pour l'économie de notre pays. Je pense que c'est très important d'avoir ça. Mais vous, aujourd'hui, en tant que financier, on va dire, vous êtes financier, quels sont les défis que vous voyez que les Congolais font face lorsqu'ils viennent demander du crédit? Vous avez dit, je ne vous coupe pas, vous avez dit quelque chose de très important, les gens n'ont pas l'information. Et c'est important d'avoir ce genre de podcast parce que ça permet aux gens d'avoir des informations parfois qu'ils n'ont pas. Parce que, comme vous avez dit, parfois, ils n'ont pas besoin de venir directement par la banque. Il y a FOGEC, il y a COPA, il y a autres qui peuvent voir. Mais quels sont ces défis que vous remarquez que les gens, quand ils viennent à la banque, quels éléments ils n'ont pas? Qu'est-ce qui manque souvent? Les deux plus gros, c'est les deux qu'on a exposés tout à l'heure. Premièrement, c'est les garanties. La plupart n'ont pas de garantie. Parce qu'en général, les banques ici vont vous demander quand même une garantie. Mais faut avouer que les banques, sur les 3-4 dernières années, ont fait beaucoup d'efforts pour trouver des solutions sur cette inaccessibilité aux garanties. Pour citer ma banque, par exemple, EcoBank, on a des partenariats avec certaines institutions internationales qui permettent de couvrir jusqu'à 50% le besoin en garantie pour les clients, PME. Et quand il s'agit des femmes, on va même jusqu'à 75%, donc 75% de couverture. Mais par contre, il y a d'autres éléments qui sont également des freins au financement, où on n'a pas encore trouvé des leviers, où on demande aux clients de trouver des leviers, notamment construire une historique avec une banque, parce que même quand on a couvert jusqu'à 50% ton besoin en garantie, on a quand même besoin de financer une activité qui tourne. Parce qu'on veut réduire le risque de collapse, donc de faillite. Donc on veut financer une activité qui a déjà fait ses preuves par une activité qui commence. Donc on a besoin d'avoir cet historique-là. Est-ce que le contrat que je veux financer, est-ce que tu l'as déjà exécuté dans le passé? Est-ce que tu as l'expertise pour exécuter le contrat? C'est ça. Et un autre problème que j'ai soulevé, c'est qu'il faut également que les gens fassent attention à la rentabilité de leur activité. Aujourd'hui, si tu as une activité qui a une rentabilité de moins de 15%, c'est suicidaire d'aller vers les banques parce que ils vont te prendre toute ta rentabilité. En ce moment-là, tu travailles pour la banque. Comment tu payes?
et malheureusement, la plupart des PME sont plutôt dans le négoce. Donc, achat, vente en l'état. Généralement, ce type de business ne dégage pas des marges de rentabilité assez intéressantes. Mais quand on est dans les services ou quand on est dans les biens mais transformés, on peut avoir des rentabilités qui dépassent les 20%. À ce moment-là, ça peut devenir intéressant pour le client d'avoir un crédit parce qu'il accélère, c'est un levier pour lui, parce que le coût de l'endettement est inférieur à sa rentabilité et donc il crée de la richesse à chaque fois il tourne. Donc pour moi, c'est les 3 principaux éléments. Tout le reste, l'éducation financière, les formations. Aujourd'hui, les banques font des programmes avec des formations, donc ça, on peut vite rattraper ça. Mais les 3 plus gros sont ceux-là. Ok. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous êtes passionné par les voyages, donc je pense que quand vous voyagez, vous rencontrez différentes personnes qui vous expliquent qu'ils ont envie de rentrer au pays, mais souvent ils ont un frein. Quand vous avez participé, je pense que c'était un projet du pont entre la RDC ou l'Afrique et la France. Qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce que vous pensiez un défi pour les gens de la diaspora de revenir souvent dans leur pays? Bon, je vais commencer par charger le système et après je chargerai mes frères. Chargeons. Pour le système, je pense que les vrais problèmes, c'est déjà, on est dans des pays en Afrique, on a très peu de données officielles et des statistiques. Et ça, c'est compliqué pour quelqu'un qui veut revenir de pas savoir exactement à quoi s'attendre en revenant. Je vais donner un exemple basique. Aujourd'hui, personne ne sait dire on est combien en RDC. C'est vrai. Ça, c'est un vrai problème. C'est vrai. On nous dit entre 120 millions et 150 millions. C'est pas normal. Ouais, c'est vrai. Et je pourrais multiplier des exemples sur d'autres informations administratives qui sont pas disponibles aujourd'hui sur des sites officiels. Ça, c'est un vrai frein. Deuxième frein, je pense, c'est l'organisation. On a très peu d'infra. On a un déficit là-dessus. On a un déficit en énergie. On a une lourdeur administrative et on a des tracasseries administratives également. Même pour les visas, pour on va dire les originaires du pays, parfois ils ont des problèmes à rentrer dans le pays alors que ça devrait être simple. C'est vrai. Ils ont du mal à ouvrir des comptes au pays alors que ça devrait être simple parce qu'on a malheureusement encore une loi qui consacre la nationalité exclusive en RDC. Enfin, je suppose que d'autres pays africains ont le même problème. Mais il y a également des tracasseries dans le domaine de la fiscalité qui est pas très clair. On a des textes éparses à gauche et à droite, pas consolidés, un système qui est pas très intelligent aujourd'hui. Et qui ne permet pas aux gens de revenir et s'installer de manière formelle. Parce que ceux qui essayent de le faire, ils font en informel. Ça, c'est côté système. Et puis, côté, je vais dire, personne, mes frères aussi, je pense qu'il y a un autre frein, c'est qu'ils sont habitués au confort. C'est vrai. Le confort de l'Europe ou de l'Amérique du Nord fait que beaucoup de gens se disent, j'ai pas envie d'aller me taper des embouteillages dans la chaleur, sans électricité. Voilà, il y a autant des mots qui n'encouragent pas. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est que regardez le côté avantage par rapport à votre carrière ou à votre business. Je pense qu'aujourd'hui, tout Congolais, naturalisé ou pas, a la possibilité de se développer ici, développer un business ici, ramener une intelligence qui existe en Europe, mais qui n'est pas encore déployée ici, être le premier, un pionnier et devenir grand. Imaginez-vous dans un pays où on a plus de 100 millions d'âmes, si vous arrivez à vendre à la moitié un produit qui coûte $1. C'est vrai. Ça vous fait 50 millions de dollars. C'est vrai. Et je pense que la force du Nigeria, c'est ça. C'est qu'ils ont compris l'avantage d'avoir une demande intérieure. C'est plus de 200 millions d'âmes. On parle de 220, 250 millions. Et donc, dans des pays comme ça, et où l'entrepreneuriat est culturel, tout de suite, quand on sort de l'université, on essaye de trouver quelque chose à vendre à la moitié de la population. On est tout de suite millionnaire si on y arrive. Donc voilà, on devrait miser sur ça. Aujourd'hui, on parle de 3 millions à 6 millions de Congolais dans la diaspora. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme si on doit revenir, c'est vrai. Et je pense que même s'ils veulent pas revenir, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose dans le pays. C'est vrai. Je donne un exemple toujours basique. J'ai dit, on dit entre 3 millions et 6 millions. OK. On va prendre une moyenne. On va dire, on est à 5 millions. Si chacun donne $10, on a assez. On a 50 millions. Et c'est le montant minimum pour ouvrir une banque. Ah oui. Parce que tout le monde dit que les banques financent pas assez parce que c'est des banques à capitaux étrangers. C'est vrai. Mais en fait, on a la main.
On pourrait tous mettre $10 C'est vrai. et être capable d'ouvrir une banque parce que je sais que chacun, dans une année, envoie quelque chose Bien sûr, en Afrique. bien sûr. J'ai vu les statistiques de 2022, parce Oui. que 2023 et les autres années, on n'a pas vu. On parle de 3,3 milliards de dollars C'est envoyés vrai, par la c'est- diaspora. J'ai vu ça aussi, oui. C'est énorme. Énorme. Ça n'a rien à voir avec la taille d'une banque. Imaginez-vous si on arrivait à créer une banque avec 3 milliards 3. C'est-à-dire tout le monde disait, j'envoie pas les $100 à ma famille, mais je mets ça dans un fonds qui va aider à financer des sociétés. Un fonds de 3 milliards 3, c'est l'équivalent aujourd'hui d'à peu près la troisième plus grande banque du pays. Parce que la première doit être à 5-7 milliards, la deuxième autour de 5 milliards également, la troisième c'est 3 milliards. Donc on est capable de créer une banque qui va se hisser à la troisième position dans un secteur des 15 banques. Wow. Et cette banque-là va être une banque mutuelle. Et donc, il y aura pas ces contraintes-là des capitaux étrangers. Donc, on pourrait financer des business qu'on choisit de financer. Et moi, je serais candidat à être DG d'une banque comme ça. Vous entendez, Monsieur Joël, venons, on va venir, on va investir dans notre pays et on va faire la banque congolaise. Non, c'est vrai que c'est important, mais est-ce qu'aussi la peur, et souvent ce que j'entends, souvent les gens vont venir investir, mais il y a un gros problème toujours, je pense que vous pouvez savoir c'est qui, c'est l'État. On est toujours buté à, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de nationalité, on est toujours buté à, soit les taxes sont extrêmes, soit on ne comprend même pas où on peut aller ouvrir une entreprise. Aujourd'hui, on te dit, tu dois aller au guichet unique, c'est $60, tu vas, on te dit non, finalement, il faut trouver, c'est toujours des très longs processus. Et c'est vrai que pour des personnes qui sont habituées à vivre de manière constante où tout est clair, c'est un gros challenge de retourner en RDC et finalement investir dans son propre pays, même si tu as toute la volonté qu'il faut. Moi, je me rappelle, il y a 2 semaines, j'avais des larmes aux yeux parce qu'il y avait des réalités, tu te dis, c'est pas normal. C'est vrai on facilite pas la tâche à ceux qui veulent investir chez nous. C'est dommage. Mais je pense aujourd'hui, moi, le conseil que je donne, on va continuer à travailler sur ces mots pour réduire leur impact parce que ça va toujours exister. Je pense que dans tous les pays du monde, il y a toujours un peu de corruption, un peu de tracasserie, ça existe partout. C'est partout. On va essayer de réduire l'impact, mais en attendant, ce que moi je conseille aux gens qui veulent investir, c'est de se faire accompagner. Ça vous évite aussi beaucoup de maux de tête. Oui. Vous prenez un cabinet, ils s'occupent de la partie constitution, ils vont vous aider à faire des statuts, ils vont enregistrer la société. S'il y a des soucis de fiscalité, ils vont se battre à votre place et ils savent ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Voilà, ça va vous épargner beaucoup de maux de tête. Maintenant, derrière, il y a un coût, mais c'est un coût qu'il faut prendre quand vous venez en RDC. C'est vrai. Et vous essayez d'investir dans une activité où vous savez que la rentabilité va vous permettre de couvrir ce coût-là. C'est vrai. Mais il faut vraiment externaliser cette tracasserie. Vous épargnez des maux de tête et vous avez des professionnels qui, eux, sont ici depuis 20, 30 ans dans le métier. Ils savent comment naviguer dans ces eaux troubles. Non, c'est vrai, vous avez raison, hein, parce que c'est vrai que souvent les gens sont déçus parce qu'ils se disent, j'ai donné à mon frère de l'argent pour investir à tel projet, mais ça n'a pas marché, mais ton frère, c'est pas un professionnel, donc il ne sait pas toujours aussi comment investir. Parfois aussi, les gens, ils ont la volonté, mais si je n'ai jamais touché $50,000 de toute ma vie, et que tu me donnes $50,000, je vais penser que moi, je vais investir dans quelque chose pour te rembourser, finalement. Donc, c'est vrai, il faut s'accompagner par des professionnels. Et comme vous avez dit, souvent, on a 50,000, on va acheter un terrain, mais prends 10,000, va te faire accompagner par un professionnel, travaille et tu vas pouvoir acheter. Je pense que c'est important. Je pense que les gens ont compris. Et de toute façon, vous êtes candidat au DG de la banque que la diaspora congolaise va ouvrir. Alors, je voudrais qu'on passe au côté de la digitalisation. Une grande partie des processus bancaires reste encore sur formulaire. Je vous dis ça parce qu'il y a quelque temps, j'ai essayé d'ouvrir un compte entreprise ici à Kinshasa et il fallait remplir des papiers. Finalement, tu te dis, en fait, pourquoi tout n'est pas digitalisé? Qu'est-ce qui est le défi pour qu'au Congo, on puisse digitaliser au niveau des banques, digitaliser pratiquement tout? Alors, le premier défi qu'on a, j'aime à le dire, c'est un défi d'identification. On est dans un pays où vous devez le savoir, on n'a pas la carte d'identité nationale. Ça ne permet pas d'identifier les individus. Il faut savoir que dans le métier de la banque, on a également des exigences d'identification sur tout ce qui est lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Et quand on est dans un pays où il n'y a pas une pièce d'identité
nationale et où on ne sait pas identifier chaque personne, ça devient compliqué. On a utilisé comme pièce d'identité des cartes d'électeurs. On sait tous derrière comment ça se passe. On a eu des permis de conduire aussi à un moment et on sait tous qu'il y a des gens qui ont pu les avoir aussi dans le passé sans avoir vraiment à conduire et sans être même là. C'est la signature de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ça c'est un vrai challenge. Et je pense que même l'État l'a compris et il y a un projet derrière pour l'identification de la population avec des cartes d'identité nationale. Ça va nous faire avancer d'un pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. On est obligé de mettre le visage devant quelqu'un, on est obligé de le voir, on est obligé de voir sa signature pour pouvoir avancer. Mais je pense qu'on pourrait déjà faire l'effort côté société assez rapidement. Le seul point bloquant, ça va être identifier maintenant les bénéficiaires effectifs derrière, donc les actionnaires, les dirigeants, s'il n'y a pas des cartes d'identité nationales. Il y a déjà ce point-là, pour un premier temps, pour moi qui reste un plus gros point. Mais d'autres points qui peuvent freiner la digitalisation, c'est l'accès à l'électricité et l'accès à Internet. Ah oui. Aujourd'hui, on est encore dans un pays qui est très polarisé sur les zones urbaines. On a encore la plus grande partie du pays est rurale. Et dans ces zones, on n'a pas toujours l'électricité et on n'a pas toujours Internet. Et je pense que c'est même ce que l'État essaye de pallier avec notamment le fonds de développement du service universel. Donc c'est un nouveau fonds qui a été créé par l'État. Si j'ai bien compris, ce fonds va recevoir des dotations des entreprises de télécom pour permettre de construire des antennes et de pouvoir donner de la connectivité à tout le pays. Et il y a ça, mais il y a également la problématique de l'électricité. Je ne sais pas encore aujourd'hui quel est le projet concret qu'on a pour électrifier toute la République. C'est compliqué. Mais il faut qu'on y arrive pour pouvoir parler vraiment de digitalisation et de l'abandon, on va dire, du papier. Non, c'est important, c'est vrai. Je pense que c'est un défi. Je pense que et encore là, je le ramène sur la table parce que je pense que souvent on pense que la banque ne veut pas faire d'efforts ou les institutions ne veulent pas faire d'efforts, mais ils sont liés à d'autres problématiques, malheureusement, que fait face la RDC ou parfois même l'Afrique. Nous, on est preneurs, ça nous réduirait la paperasse de travail et même ça rendrait plus smooth, plus rapide et plus soft beaucoup de transactions. C'est vrai, c'est vrai. Quel caractère un leader devrait adopter en vivant dans un pays aussi avec beaucoup de défis comme la RDC? Quels sont les traits de caractère, de valeur qu'il faudrait garder ou maintenir pour pouvoir est-ce que je vais l'expliquer un peu plus clair? Quels sont les traits de caractère qu'un leader devrait avoir en RDC? Je vais résumer ça en disant la résilience. Parce qu'on est dans un pays assez challengeant. De par les administrations, les procédures, les hommes, tout va te challenger. Et donc, si t'es pas résilient, si t'es pas capable de passer au-dessus de ça et d'être fort, tu vas tout de suite abandonner. Et on est également un pays où la fibre sentimentale est très prononcée. Et donc, si tu veux être un leader, il faut vraiment être capable d'avoir cette dimension sociale qui permet finalement de fédérer les gens que tu es en train de diriger, parce qu'un leader, c'est ça finalement. C'est fort, et être capable de les inspirer. Faut pas qu'ils voient en toi que le financier, si c'est moi, ou que le médecin, si tu es médecin. Faut qu'ils voient derrière l'homme, un leader, quelqu'un qui est capable de les porter, quelqu'un qui prend des balles à leur place. C'est tout ça, je pense qu'il faut avoir... pas qu'en RDC, mais partout, quand on est dans un environnement assez compliqué. Et quelles valeurs vous gardez lorsque vous faites face à quelles valeurs vous gardez lorsque vous faites face à certaines réalités? Parce qu'on est quand même dans un monde je parle pas nécessairement de la RDC, atteindre certains stages de la vie, il faut compromettre parfois beaucoup de choses. Comment vous faites pour garder ces valeurs, vous personnellement? J'ai gardé peut-être des racines, comme je disais, familiales assez longtemps. Donc, je suis resté le fils de ma mère et de mon père et le frère de mes frères et de mes sœurs. Donc, ça permet à chaque fois, quand vous voyez les dimanches et les parents,
de te rappeler vos valeurs, et même si tu étais sur le point de basculer, tu te dis non, je peux pas faire ça, même pas pour moi, mais même pour eux, je peux pas le faire. Il y a ça, mais il y a également la foi. Je pense que quand je suis vraiment au bout, je me dis, mais Joël, pourquoi tu te prends la tête? Prie pour ça, et puis laisse faire. Important. Ouais. Non, je pense que ça m'a aidé. Mais chacun a son remède. Moi, je pense que les deux m'ont beaucoup aidé. Non, c'est important. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur le net reste sur le net. Si dans 80 ans ou dans 100 ans, vos petits-enfants tombaient sur cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de vous? Quelqu'un de résilient, quelqu'un qui essaye de donner le maximum sur le travail et sur la vie de famille. Et quelqu'un qui voulait à chaque fois que son nom ou le nom de son père garde de la valeur. Important. Et j'espère qu'ils vont continuer la même chose, surtout que mes enfants vont porter mon nom, donc j'imagine mes petits-enfants aussi. Donc j'espère que quand on dira Kabouya, les gens vont pas... Non, c'est vrai, c'est important. Et est-ce que vous avez un dernier message que vous pouvez partager aux jeunes? Un jeune homme, on va dire vous, à l'âge de 15 ans, qui ne savait pas par où commencer, où partir, quels étaient ses rêves, quelles étaient ses ambitions. Est-ce que vous aurez un message à passer à un jeune, Joël? Oui, rêvez grand. Ne vous mettez jamais des limites. Comme quelqu'un dit, vise le soleil, et si tu n'y arrives pas, tu vas tomber sur la lune. Rêvez grand. Moi-même, je rêvais pas grand tout au début. Maintenant, je rêve plus grand. Oui, ça aide. Il y a ça. Deuxième conseil, travaillez dur. Dites-vous à chaque fois que vous ne serez pas le favori, et donc vous ne devez pas être ex-aequo, et espérez que vous soyez choisi. Donc, essayez toujours d'être meilleur que les autres. Troisième chose, c'est que ayez la foi en quelque chose. J'ai pas envie de demander à tout le monde d'avoir la foi en ce que moi j'ai, bien sûr. Mais ayez la foi en quelque chose, parce que parfois le physique ne suffit pas, et en ce moment-là, on a besoin du métaphysique ou du surnaturel. Et la foi permet de vivre ces choses-là, réellement. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Je pense que vous avez résumé tout ce qu'on a dit. Merci d'avoir pris le temps de venir partager avec nous votre connaissance, pris de votre temps de partager tout ce que vous nous avez partagé ce soir. Je suis vraiment très reconnaissante. Je ne cesse de vous le dire. Donc, j'espère qu'on pourra vous recevoir encore une autre fois pour le podcast, parce qu'on aurait pu passer des heures. Je pense que j'avais beaucoup de choses dans ma tête qui passaient, mais je me disais l'heure. Donc, je pense que c'est une invitation future encore que je vous lance maintenant. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à ce podcast. Merci. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va aider les jeunes. J'espère. Nous, on n'avait pas eu la chance d'avoir ces informations avant un certain moment. Donc, j'espère que eux, au moins, ils les ont, et que ça va les aider. Ils vont pouvoir accélérer, aller plus vite que nous. C'est vrai. C'est le plus important. Je pense que ce qui nous réunit sur cette table aujourd'hui, c'est vraiment l'amour du partage que nous avons, pour que les autres aussi puissent profiter, bénéficier de votre parcours, bénéficier de votre histoire. Donc moi, au nom de toutes ces personnes, je vous dis vraiment merci, et je vous souhaite de passer une très belle journée, profiter du soleil. Merci, vous aussi. Merci. Bonne soirée.